Allez, donc bienvenue dans le plus bel écrin du football français à Clairefontaine. On est en compagnie de Geoffrey Mémin et puis de Jean Bouvet, qui sont réathlétiseurs à Clairefontaine. Clairefontaine, le Centre national du football, qui est un bastion fort de la réhab, de la réathlétisation, parce qu'ils ont été assez avant-gardistes, je pense. Vous allez peut-être nous le confirmer, parce que ça fait déjà quelques années, toi, 10 ans, plus de 10 ans que tu travailles à Clairefontaine, Geoffrey, en tant que réathlétiseur. Et puis, tu as été précédé, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait fait 5 ou 6 ans, tu m'en avais parlé brièvement, avant toi. Donc, ça a toujours été un peu précurseur dans ce lien entre les physios et les réathlétiseurs. Donc, toi, ou en tout cas vous, comment pouvez-vous vous présenter, pardon? Et puis après, on dira sur pas mal de questions. Pour se présenter, donc Geoffrey, je suis réathlétiseur à Clairefontaine depuis 2014, c'est ma 11e saison. Auparavant, je suis passé par la cellule de réathlète de l'INSEP notamment. En plus d'ici, mes 5 premières années, j'étais prépa du Paris Football Club féminin, anciennement Juvisy, en D1 Arkema, et puis après quelques petites missions pour le CIO, pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, sur des missions de profilage et de prévention sur tout sport et tout pays, toute nationalité des JOJ. Et après, j'ai une casquette un petit peu plus universitaire, ayant terminé mon doctorat en sciences des sports là en décembre. Je suis donc enseignant, chargé d'enseignement à l'IFEPSA Angers, à Poitiers, et responsable de du DU réathlétisation prévention de l'IFEPSA Angers. Et on va ouvrir un nouveau DU aussi 100% prise en charge de la sportive féminine à partir de la rentrée. Donc ça va être une première aussi en France. Donc, sur Angers, hein. Sur Angers, ouais, Ok. à l'IFEPSA. Cool, magnifique. Et toi, Jean? Vas-y, si tu veux moi, te pour ma présenter. part, vulgairement, je pourrais dire que je suis le poulain de Geoffrey, parce que je suis arrivé en tant que stagiaire au centre médical de Clairefontaine en 2019, et ma première expérience en tant que salarié ici, ça a été en 2020. Donc je suis sur ma 5e saison maintenant, j'entre dans ma 5e saison. En dehors de ça, j'ai eu des expériences en tant qu'enseignant vacataire dans mon institut de formation à Angers, et également j'interviens sur des formations en privé, en dehors, pour des organismes de formation. Et voilà, j'ai essayé de suivre les pas de Geoffrey sur pas mal de choses quand je suis arrivé ici. Puis maintenant, on a un fonctionnement en binôme qui est parfait et avance bien et nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Ok, cool. Peut-être que vous voulez présenter la structure du centre médical de Clairefontaine et ses missions au quotidien, donc vos missions. Alors la structure, elle existe depuis plus de 20 ans. La mission initiale, c'est la gestion des INF. C'est le suivi médical et toute la RIAB, donc rééduc, réathlétisation des jeunes pensionnaires de Clairefontaine, donc les 13-15 ans. Filles, garçons. Avant, les filles, c'était des lycéennes, parce que c'était le pôle France féminin. Donc ça, c'est la mission de base. C'était les INF, ça a été créé pour ça. Et puis après, plein d'autres missions. Maintenant, la RIAB. Donc on prend en charge les sportifs, pas que football. Le football, c'est 80% de notre travail. Le reste, c'est basket, hand, rugby, athlétisme. Voilà, sur donc la RIAB du post-opératoire jusqu'au RTP. Donc ça, c'est notre grosse mission. Les INF, toujours, testing, profilage, RIAB des jeunes. Une partie médicale sur des rendez-vous médicaux avec nos 3 docs qu'on a au centre médical. Le suivi des sélections, sur l'aspect pareil, test préventif et suivi médical des sélections hommes et femmes des U16 jusqu'aux espoirs, voire A si besoin. Après, on a une petite partie aussi recherche. C'est vraiment dans nos missions annexes, mais on fait de plus en plus de publis, que ce soit sur l'aspect médical, sur le suivi épidémio, mais aussi sur la réathlé, de plus en plus. Donc ça, c'est un axe qu'on veut développer toujours plus, avec des partenaires aussi extérieurs, des gens qui ont fait le métier et qui écrivent beaucoup. Voilà, sur il y a plein de missions. Et puis la formation. La formation des jeunes préparateurs physiques qui vont faire de la réathlé, la formation des étudiants kinés, la formation des étudiants de médecine, du sport. Voilà, un petit peu. Et puis aussi,
au service du centre de performance et des sélections nationales, tout type, donc futsal, filles, garçons, pour faire des batteries de tests de pré-saison ou de pré-sélection. Et donc dans un objectif par rapport à la recherche pour avoir donc une collecte de data et avoir de la visu sur des années. Et aussi pour servir directement le staff technique s'ils ont besoin de faire des ajustements de pré-compétition. Et ça, c'est plutôt récent aussi. Et on a aussi une partie de l'équipe kiné. Donc, quand on parle d'équipe, c'est vraiment kiné-prépa. Ouais. On a 6 kinés, 2 prépas, 3 médecins, après 2 assistantes, un psy, un podo, un diète, un infirmier et un intendant. Donc, c'est vraiment prise en charge systémique. Et on a du coup 3 kinés qui sont en sélection. Guillaume Vassou qui est avec les A garçons, Elodie Olivier qui est avec les A féminines et François Planck qui est avec les espoirs. C'est aussi important chez nous d'être au service des sélections. Et c'est vrai qu'on méconnaît ça, nous, un peu de l'extérieur. Bon, moi, ça va parce que je suis passé par ici. Mais de l'extérieur, on connaît pas forcément ce fonctionnement-là qui est différent de celui de club, au final. Et vous êtes un peu les garde-fous de la Fédé, vous êtes avec tout le monde, mais avec personne un peu à la fois, si je comprends bien, sauf les INF. Et c'est intéressant parce que vous avez l'air d'avoir des missions hyper larges. Peut-être qu'on peut questionner les différences avec l'environnement de club. Si du coup, alors t'es passé dans des environnements de club quand même, mais plutôt sur tes stages, j'imagine. C'est ça. Donc, quelle différence vous voyez, vous, entre l'environnement de club et celui de Clairefontaine, où il y a un fonctionnement très, très, comment dire, unique? Ouais, unique par le fait on est une structure de prestations externes. C'est-à-dire que nous, on est au service des clubs, on est au service des joueurs, des sélections, des équipes. Voilà. On nous envoie les joueurs avec une mission précise, la RIAB, les testings, le diagnostic. Et on doit répondre à cette mission. Donc nous, on est vraiment au service des clubs. Donc déjà, on a un positionnement un petit peu particulier. Le directeur dit souvent on est la Suisse du football. Bon, depuis l'Euro, on n'a peut-être plus le droit de dire qu'on est la Suisse avec l'équipe de France. Et voilà, on est un peu dans la neutralité, ce qui nous permet du coup d'avoir des contacts avec énormément de structures, d'avoir des échanges assez riches et de confiance. Et pas que dans le football, dans le hand, dans le basket, dans le rugby. Voilà. Et ça, je pense que le positionnement est assez atypique. C'est sûr que c'est différent du club parce que on n'a pas cet aspect pression temporelle, on va dire. Alors bien sûr, les clubs ils disent le joueur est à 3 semaines, 4 semaines, il faut que ça rejoue en rentrant, bref, voilà. Mais on a une liberté et on a un environnement, on va dire, peut-être plus serein, moins sous pression. Bon, il y a le cadre aussi qui fait que voilà, on est dans la forêt, au calme. Et ça y joue aussi. Et du coup, par rapport à un fonctionnement de club, c'est vraiment un petit peu différent. C'est aussi ça, je pense que les joueurs, les clubs, les staffs cherchent quand ils nous envoient du monde. Un fonctionnement un petit peu différent, très aussi multidisciplinaire, même si dans les clubs, ça devient la normalité. En tout cas, on essaie de faire tendre vers cette normalité, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, puisque c'est pas, voilà, le travail multidisciplinaire est pas toujours, et la bonne entente est pas toujours incroyable. Mais c'est l'objectif. Nous, je pense que c'est quand même quelque chose. S'il y a un mot à dire chez nous, une spécificité, c'est ça. C'est vraiment le travail multidisciplinaire. On a un bureau kiné prépa. Voilà, on a une salle commune de travail. Il n'y a pas de créneau. Là, c'est les prépas. Là, c'est les kinés. Non, c'est prise en charge de l'équipe. Basta. On utilise les ressources et les compétences de chacun toute la journée. Ça passe de l'un à l'autre, etc. D'ailleurs, avec Jean, dans notre fonctionnement sur la réathlé terrain, même en salle, on se refuse de se fixer un joueur chacun, en tout cas au maximum, pour essayer de bénéficier de la sensibilité de chacun, des compétences. Voilà, il y en a on a forcément tous de l'appétence pour des méthodes différentes, d'une manière de travailler un petit peu différente, même si l'esprit est le même. En tout cas, la logique et les objectifs. Mais voilà. Ça, je pense que c'est ce qui fait la grosse spécificité par rapport au club. Oui, et puis aussi surtout que nous, on est plus un maillon de la chaîne et on tient pas la chaîne en intégralité. Là où, dans des environnements de club, certainement sur tout ce qui est contexte de réathlétisation, ils vont pouvoir intervenir du point A jusqu'au point Z, entre guillemets, donc du début jusqu'à la fin,
Là où nous, on va plus intervenir à un moment donné dans la prise en charge, que ce soit plutôt sur, on va dire, une prise en charge précoce ou une prise en charge tardive, donc proche de la réathlétisation. Donc, ce qui permet d'avoir des contextes complètement différents. On arrive comme un maillon dans la chaîne et ça demande de l'adaptabilité pour essayer d'être correspondre au mieux des attentes du club au moment où le joueur arrive chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça demande plus d'adaptation. Enfin, c'est pas la même forme d'adaptation, mais peut-être plus d'adaptation qu'en club sur les résultats qu'on doit obtenir par rapport à un temps donné. Mais voilà, c'est pas plus d'adaptation. Je pense que c'est une adaptation qui est différente à ce qui est demandé en club. Et à travers notre pratique, ça nous demande aussi de réfléchir à des méthodes de travail et même que ce soit dans le testing, les évaluations qui sont cohérentes par rapport aux créneaux temporels avec lesquels on est amené à travailler avec les joueurs, qui généralement, à part pour des cas spécifiques où vraiment ils font le choix personnel de faire l'intégralité de leur réhab chez nous, mais c'est quand même assez rare. Ouais. Ça oscille entre 2 semaines et 1 mois et demi de manière générale. Okay. Avec un format de courant de séjours de 3 semaines qui sont répétés généralement, mais c'est souvent des séjours de 3 semaines. Par exemple, ça va être 3 premières semaines à 3 mois, puis à 6 mois, et puis une dernière semaine de testing pour valider le RTP. Quoi. En général, ça se passe comme ça. Ouais, pour les croisés surtout. Ouais. Moi, ça me questionne. Du coup, j'ai fait un peu de triathlon en club et ce que j'avais observé, c'était la communication. C'était un gros point bloquant entre justement des fois le médecin qui est extérieur, qui passe par le physio par le triathlon, mais des fois t'as le coach qui vient se mettre au milieu, qui demande des infos de quand est-ce que ça revient. Vous, au final, vous n'avez pas cette problématique de j'ai de la communication qui vient un peu extérieure à tout ça et qui vient rentrer un peu dans un brouillard, on va dire organisationnel, où c'est vraiment vous êtes décontextualisé. Vous avez qui en relation en fait directe avec le club, parce que du coup il y a le joueur qui vient, vous avez le joueur, mais après c'est avec qui que vous transmettez un peu les infos et les... Déjà on n'a pas le staff technique avec nous. Donc ça fait une grosse partie. À la fin de chaque semaine, kiné prépa avec prépa, doc avec doc, les informations. Après on a des clubs avec qui on travaille de manière un peu plus étroite, où du coup on crée des groupes de discussion où du coup on peut échanger avec les joueurs. À force d'avoir des joueurs des mêmes clubs et les mêmes staff, ça facilite la com. Voilà, on s'appelle, c'est vrai, on s'envoie les bilans par mail voilà, après on s'appelle, on échange avec les joueurs, etc. Donc là-dessus la communication elle est beaucoup plus facile. Après entre nous, c'est pareil, le fait d'avoir un bureau commun. Déjà la com kiné prépa, en fait toute la semaine on est ensemble. Donc que ça soit dans le bureau, que ça soit dans la salle de travail, entre 2 portes, voilà. Des fois vous arrivez de faire des renfos à 2 sur des périodes de transition, dominante kiné, dominante prépa sur la réhab. Je pense que ça c'est le vrai point fort. Et après tous les jeudis on a un staff où on se rassemble kiné, prépa, doc et on fait un bilan du travail qu'on a fait avec les joueurs. On se met d'accord sur la suite de la prise en charge. C'est toujours, ça c'est important aussi, je pense, c'est un point extrêmement important, encore plus en club, c'est que nous c'est toujours des décisions collégiales. C'est jamais un tel, moi je suis prépa sur le terrain, et j'ai vu, il valide telle chose, et je vais passer à l'étape suivante sans... C'est des prises de décision, doc, kiné, prépa, le doc ça reste notre boss, c'est lui qui valide. Souvent, c'est le doc qui nous dit ok, là on peut aller jusqu'à telle étape, voilà votre cadre d'intervention, dedans vous faites ce que vous voulez dans les méthodes, etc., dans les contenus, mais ça c'est la limite à pas dépasser cette semaine. Et après on réévalue, si ça avance beaucoup plus vite, on réévalue dans la semaine, etc. En tout cas tous les jeudis on se cale là-dessus. L'avantage c'est que si ça marche, voilà, ça a été collégial, c'est nickel, on n'en parle pas. S'il y a un échec, c'est une prise de décision collégiale aussi, et c'est pas la faute d'un tel, c'est quelque chose d'assumé sur la structure entière, et je pense que ça c'est quand même extrêmement important, et je pense encore plus en club. Ouais, mais c'est pas toujours ce que l'on voit malheureusement, et la responsabilité de chacun est engagée parfois, et on est bien souvent obligé de prendre des décisions. Moi je l'ai vécu, et le fonctionnement était complètement différent entre celui que j'ai connu ici et celui que j'ai connu par exemple à l'OL, et en fait il faut se débrouiller un peu tout là-dedans, et surtout même d'un club à l'autre, généralement, le réathlétiseur ne va pas avoir les mêmes tâches. Pour vous, du coup, quelles sont les tâches du réathlétiseur ? En fait, à quoi on peut servir dans le processus de rééducation ?
avec bien sûr le doc qui chapeaute tout ça. Parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas les mêmes définitions et ça y rajoute du flou, un flou qui malheureusement dessert pour les joueurs. Moi, pour vraiment, je pense que déjà la frontière entre la kinésithérapie et la préparation physique, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose, pour moi, elle est vraiment imperméable. Il y a pas, on n'évolue pas dans des vases clos et que on travaille ensemble. Les compétences de l'un se retrouvent forcément chez l'autre à un moment donné. Et après, c'est juste une histoire de continuum dans lequel on intervient plus à un certain moment qu'à un autre. Là où le réathlé, pour moi, du début jusqu'à la fin d'une prise en charge, il a sa place. Le préparateur physique, pour dire de manière générale, du début jusqu'à la fin de la prise en charge, il a sa place. Peut-être que dans un premier temps, il va pas énormément intervenir pour la progression de la blessure, où là, ça va vraiment être la kinésithérapie qui va permettre à la blessure d'avancer le plus positivement possible. Par contre, dans un second temps, je pense que le domaine de compétences qui permettra aux joueurs, à la joueuse, à l'athlète, d'avancer le plus vite possible dans ses objectifs de retour au sport, ça sera le préparateur physique. Et en fait, pour moi, c'est une histoire de continuum tout simple. À quel moment les compétences de chacun peuvent permettre au joueur de se rapprocher au plus proche de sa capacité à retrouver le jeu ou le sport. Et dans une étape plus précoce, je pense que la kinésithérapie répond plus à ces questions-là. Ouais. Là où la préparation physique le fait plus dans une étape tardive. Et tout en sachant que, alors oui, le préparateur physique n'aura pas d'aspect vraiment thérapeutique à proprement parler. Ouais. Donc que ce soit sur les actes médicaux que les kinés font, ça c'est sûr. Par contre, sur le renforcement musculaire, sur tout ce qui va être le travail énergétique, le travail fonctionnel, le travail cognitif, la reprogrammation neuromotrice. Bon, la liste pourrait être longue, mais l'objectif c'est pas de faire un ticket de caisse de ce qu'ils font et ce qu'on fait pas entre guillemets. Mais sur tous ces éléments-là, on a notre carte à jouer parce qu'on a évidemment à travers notre cursus le parcours de formation et même de passion et de recherche personnelle, on a forcément des compétences qui permettent d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on apprend en kinésithérapie de manière générale. Il y a des profils en kinésithérapie qui sont très orientés vers ces versants-là et qui, certes, ont peut-être moins apporté sur le versant thérapeutique, ouais. Peut-être plus sur l'aspect renforcement. Avec d'autres formations, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que dans l'aspect réathlétisation pure, là où le préparateur physique a tout son rôle à jouer, c'est pour se rapprocher au plus proche des conditions de terrain et de retour au jeu qui vont être nécessaires pour que le joueur retourne sur le terrain. Moi, c'est ce que j'en pense, mais tout en gardant en tête, parce que c'est vrai que c'est toujours la question, et ça c'est une allégorie que Geoffrey m'a appris il y a très longtemps, et je préfère en parler dès maintenant, parce que franchement, à chaque fois, je suis ravi de la dire. C'est comme un boulanger-pâtissier, c'est exactement la même chose. Un boulanger pourra être pâtissier, c'est sûr et certain. Un pâtissier pourra être boulanger. Mais pour moi, c'est un choix à faire. Généralement, quand on a une boulangerie et qu'on est tout seul, faire les deux, c'est difficile d'avoir à la fois du bon pain et des bons pains au chocolat. Mais c'est un choix à faire. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir une grosse boulangerie et tout proposer. Il y en a d'autres qui préfèrent rester boulanger et par contre faire le meilleur pain de toute la région. Et moi, je le compare un peu comme ça parce que je trouve que c'est vraiment une comparaison qui correspond entre guillemets à nos domaines de compétences parce que c'est exactement la même chose. Et comme Geoffrey me l'a appris quand j'étais étudiant, d'une vie entière, on peut pas tout connaître de la kinésithérapie et d'une vie entière, on peut pas tout connaître de la préparation physique. Donc à partir de ce moment-là, surtout que c'est très en mouvement, etc. Ouais. Moi, je dis souvent, je dis la même chose, mais je dis en plus charcutier, traiteur, tout ça. Ouais, je dis que et par contre, si on parle des hommes, moi je dis souvent que c'est les compétences qui doivent primer. Au final, on a les mêmes compétences, c'est vrai, dans ces champs-là ou dans ce que l'on a appris et sur quoi on s'est formé. Mais donc c'est les compétences qui doivent rimer. Et si par exemple un physio est meilleur qu'un réathlétiseur ou un préparateur physique qui a eu quelques formations en réathlétisation, moi alors là j'y vois pas de souci à ce qu'il puisse prendre le lead là-dessus. Pour moi c'est toujours les compétences qui doivent rimer. Mais par contre c'est là où ça arrive, ce que tu dis et ce qui est très juste, c'est que pour être en avance ou pour être déjà à jour sur l'ensemble de ces champs que tu as pu parler, de renfort musculaire, etc., de terrain, c'est là où ça devient compliqué. Et pour absorber toutes les connaissances, ça fait beaucoup. Donc sur les hommes, Après, il faut pas se leurrer. Hein. Il y a une question d'ego aussi. Voilà, clairement. Je pense encore plus au club où des fois, il y a des climats où il faut affirmer sa place, pour qu'on est là, pour affirmer sa zone de travail, etc. Après, je suis d'accord avec vous, hein, le contexte, c'est en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Ouais.
un kiné qui est très bien formé sur la partie réathlé, qui est compétent, il prend le lead. Si son prépa ne l'est pas, parce que tous les prépas ne sont pas du tout sensibilisés à la réathlé. C'est Mais carrément. voilà, c'est un métier. Carrément, Moi, je dis souvent, réathlé, c'est un métier à part. C'est pas la prépa. Dans mon expérience personnelle, par exemple, alors tu dis, on a des compétences similaires. Moi, je les pondérerais un petit peu. Je pense qu'on a une partie de compétences communes. Après, un œil de kiné, ça restera un œil de thérapeute. Un œil de prépa, ça reste un œil d'entraîneur. Parce que le prépa physique, le stapsien, à la base, c'est un coach, c'est un entraîneur qui doit maîtriser les principes séculaires dans l'entraînement, comme Stéphane Morin, mais voilà, la planification, les méthodologies d'entraînement, etc. Et on peut pas avoir le même œil, ça, la même sensibilité. Non. Voilà, on a un athlète qui fait une séance de renfort, qui est sur le terrain. Si on est avec un kiné, un prépa ensemble, et nous, ça nous arrive souvent, parce qu'on demande souvent aux kinés de venir avec nous sur le terrain pour avoir leur avis, leur œil, différent. Et on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes facteurs. Et ça, c'est riche. Je trouve ça dommage de dire c'est soit. Après, bon, j'ai grandi en Normandie, donc c'est toujours un petit peu peut-être Mac oui, peut-être Mac non, mais voilà, je pense que l'entre-deux, de toute façon, il n'y a pas de secret, t'es toujours entre deux, et la complémentarité est forcément plus riche. Et en sortant de la thèse, alors j'ai pas fait ma thèse directement, j'ai fait 6 ans, 2 ans INSEP, 6 ans ici avant de commencer ma thèse. Et s'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est une phrase d'Einstein qui dit « plus j'apprends, moins j'en sais ». Et de bien se rendre compte que, comme tu as dit, c'est en mouvement, il y a tellement de choses à connaître que, en fait, moi, je me demande, et pourtant, je pense que mon cerveau, il fonctionne pas si mal que ça. Je me dis, waouh, tout ce que j'ai à apprendre et à découvrir, et quand on voit la qualité de la littérature qui sort toutes les semaines, pour déjà maîtriser ça, être capable de le transférer sur le terrain, de m'adapter à toutes les pathologies, aux personnes que j'ai en face de moi, en fait, moi, je suis très content d'avoir des kinés qui sont au top à côté de moi pour me compléter, etc. Et je trouve que, après on passera à autre chose, mais dernier truc, je trouve que en fait, c'est un peu dans le sport de haut niveau et même dans la société, on va vers de l'hyper-spécialisation. Tu regardes dans les staffs techniques, il y a le coach adjoint, le coach des gardiens, le data analyst, le data vidéo. Parfois l'entraîneur des attaquants. Voilà, parfois le SP attaquant, le SP défense. Si tu vas dans des sports comme le hockey ou comme le rugby, pardon, t'as le prépa salle, t'as le prépa des skills sur le terrain, t'as le head, t'as le prépa qui gère le monitoring. Même dans le foot. Et en fait, dans la rehab, on a une partie de la population qui fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'hyper-spécialisation, on prend de multi-casquettes. On est kiné, prépa. Diététicien. Mais c'est souvent même des mecs qui sont parachutés un peu en plus. Et ça, je trouve ça problématique. Voilà, je trouve ça problématique parce que tu peux pas tout faire. Faut que tu. Alors des fois en club, c'est clair que en club, des fois, t'as un kiné qui est solo avec 25 personnes et là, ta casquette, tu dois le faire. Mais après, quand même, quand on voit dans le sport de haut niveau, les staffs qui commencent à s'étoffer, à un moment donné, tu peux plus te permettre ce multiple casquette. Ça, c'est pas possible. Et juste terminerai sur une ancienne kiné de l'équipe de France de basket qui est devenue prépa, Sabine Jura. C'est elle qui me disait ça quand on bossait ensemble là, au JOJ à Buenos Aires. Donc elle, à la base, elle était kiné. Et elle a commencé à faire de la prépa, elle s'est formée. Et pendant un moment, elle faisait les deux. Et elle m'a dit, mais j'étais claqué en prépa, j'étais vraiment nul. Je sentais que c'était pas... Voilà. Et petit à petit, je commençais à être moyenne en kiné. Parce qu'en fait, je faisais ma prépa, mais en réfléchissant tout le temps comme une kiné. Et à un moment donné, elle a arrêté de faire de la kiné. Et elle a fait plus que de la prépa. Et elle dit, après, je suis devenu une bonne prépa. Maintenant, au niveau kiné, je suis très moyenne. Mais les deux en même temps, c'était très compliqué. Et j'ai trouvé ça super d'être capable d'avoir ce recul et de se dire, les deux, ça doit fonctionner ensemble, en fait. Parce que la question, elle se pose même pas. Et en vrai, je pense que même toutes les générations de kinés, de prépa qui sortent, en fait, la question, elle se pose même pas. C'est aussi une culture qui est quand même très méditerranéenne, parce que dès que tu commences à monter un peu les anglo-saxons ou les nord-américains, ils ont quand même une approche de la gestion des blessures qui est complètement différente, ou pour laquelle ils privilégient toujours quand même l'hyperspécialisation et ils vont chercher des compétences plus que chez nous,
du côté méditerranéen, bon bah voilà, le prépa ça a pas trop marché aux techniques, oh bah tiens tu irais pas t'occuper des blessés, etc. Des fois, et je trouve ça dommage parce que on a beaucoup d'exemples on devrait plus se baser sur ce qui se fait de mieux, donc à ce niveau-là. Ici, non. Ici, ben c'est aussi c'est un notre modèle. logique. Non, mais c'est vrai, c'est un modèle. notre logique. De ce que vous expliquez, en tout cas, de ce qu'on a l'air Bien sûr. d'en percevoir. Puis c'est tellement riche. En fait, c'est ça. moi le matin, j'arrive, je me pose pas la question de qui fait quoi. Voilà. Mon kiné, s'il est un peu dans le jus, s'il doit faire de la thérapie manuelle, de l'iso, un renfort qui va durer plus de temps avec un athlète qui me dit ouais Geoff, tu peux me prendre la proprio, même si c'est du précoce sur un croisé à 3, 4, 5 semaines, en fait je vais le faire. Je le ferai sûrement pas aussi bien que lui, mais je le ferai normal. Et si moi ou Jean on est sur le terrain et qu'il y a un core training à donner, ou même un travail énergétique sur vélo et qu'on n'est pas dispo, et bah ils vont le donner. Ils savent que ça sera peut-être pas la même qualité, mais ils vont le donner et ça sera bien. Mais en fait, on n'est pas là pour compter des points à la fin de la journée. Et le but, c'est que l'athlète soit content et que ça roule en fait. Et bizarrement, bah, le matin, le soir, tu rentres chez toi tranquille. Le matin, tu es content de venir et tu te nourris des autres. Et là où toi, tu essaies d'apprendre tout seul à droite, à gauche, etc., et bah, nous, on est 2 et on a 6 kinés et on apprend des 6. Je pense qu'ils apprennent de nous. Et pareil avec les dogs. Donc en fait, voilà, c'est gagnant-gagnant. C'est une question après de mentalité d'homme. Ouais, bien sûr. C'est clair. Enfin, d'homme et de femme. Est-ce que, comment je peux me spécialiser sur la réathlé? Est-ce que j'ai intérêt à me spécialiser en tant que réathlétiseur ou est-ce que justement je reste assez global et à un moment donné ça va venir tendre vers moi et peut-être qu'on fera appel à des structures ben voilà, comme vous pour se détacher des SP ou est-ce que qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je pense que si tu te spécialises dans la réathlé, ça sera toujours plus facile de faire de la prépa que l'inverse. Parce que la sensibilité par rapport à la patho, les connaissances par rapport à la patho, c'est aussi remettre en cause une partie des méthodologies de travail que tu es obligé d'adapter par rapport à ta pathologie. Donc, c'est plus facile de se spécialiser dans la réathlé que de faire de la prépa, que de faire de la prépa et ensuite se spécialiser dans la réathlé. Ouais, attendre que ça n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai arrêté le PFC, j'aurais pu continuer, ça se passait super bien avec tout le monde. J'ai arrêté parce que je me rendais compte que à force de faire de la réathlé tous les jours depuis presque 15 ans, en fait, je me trouvais moins performant en tant que prépa. Je me trouvais moins performant. Il y a des joueuses que je poussais pas forcément autant que je poussais avant parce que celle-là, elle va réagir, son genou aussi, je peux pas faire ça, nanana. Et je me trouvais moins performant et je me suis dit ok, c'est le moment de passer la main, tout se passe bien avec tout le monde, c'est génial et il faut passer la main parce que là voilà. Ouais. Je pense qu'il y a quand même être spécialisé dans l'un des deux te freine sur l'autre. Ouais. Clairement et moi maintenant faire que de la réathlée tous les jours, et peut-être que si on me dit là faut que tu partes dans un club pour faire prépa et puis la réathlée prépa, je pense qu'il y aura un vrai moment d'adaptation, une vraie durée d'adaptation, remise à niveau un peu. Exactement. C'est pas les mêmes réflexions, c'est pas pour l'atteinte un peu perf. Il y a plein de domaines qui sont différents, la planification technique avec le staff technique, quand tu fais full réa en club, bien sûr il y en a un petit peu. T'es quand même assez éloigné de ça. La planif, c'est pas la même. Le monitoring groupe versus le monitoring individuel, c'est pas le même. La gestion des charges de travail, la gestion du travail en salle, le microdosage. Il y a plein de choses qui changent. Et quand on voit en plus tous les papiers qui sortent, doucher sur la planif, etc. Par exemple, moi, quand je lis ça, même si je fais de la réathlée et que je dis ça, je dis ouais, il y a plein de choses top, mais presque on n'est plus sur le même métier. Ouais, c'est clair. Moi j'ai les mêmes sentiments et franchement, je pense que tout le monde l'a quand il fait soit de la réathlée, soit de la prépa de groupe, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, et en fait, ça m'est venu aussi d'une réflexion, mais après on clôturera là-dessus. Je voyais souvent que ceux qui faisaient de la réathlétisation dans les clubs, c'était des gars parachutés, comme je l'ai dit. Et bon, si tu leur reproposes un taf de prépa de groupe, si tu leur proposes les U17 alors qu'ils font de la réhab sur les U19, ils vont se dire quand même, je vais peut-être retourner en prépa de groupe parce que c'est ce qui me fait kiffer. Et je pense,
À un moment donné, il faut choisir, il faut trancher, tout simplement. Sur ce qui nous anime aussi, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous anime. Et puis après, derrière, on tranche et on fonce là-dedans. Et on est en mouvement là-dedans. Dans les structures qui le permettent. Parce que Dans les structures qui le permettent. Quand tu es solo avec tes 25 joueurs, Voilà. ou même Tu dans fais les les sports. deux et t'as pas le choix. Ouais, Les sports clairement. individuels où le coach, Clairement. il coach. Par exemple, l'athlète, il coach, il fait la prépa, Ouais. il gère le retour de blessure. Quand il y a un kiné avec lui, là t'as pas le choix. Ouais. Là, Si c'est on a sûr. le luxe de se permettre ça, et c'est très important d'avoir des généralistes aussi. Je sais plus le livre Les généralistes triompheront toujours. Il est très intéressant et j'ai plus l'auteur. Et il disait que oui, quand même, d'avoir des généralistes sur certains contextes, ça aidera carrément. Parce que si nous, en fait, tu arrives, et à l'inverse, nous, peut-être, vous qui avez été hyper spécialisé dans la réathlé, si demain, vous devez aller dans un club où vous devez tout gérer, alors que ce sera un club de N2, N3, ils penseront recruter le gars qui vient de Clairefontaine et tout. Et au final, ça se trouve... Il y aura un moment de difficulté. Enfin, non, je dis pas ça parce que j'ai confiance en vous et je connais vos adaptations. Mais voilà. Il faut avoir l'humilité de le dire. Et c'est clair que Avec il y a un énorme deux métiers différents. Il y a un gap. Ouais. C'est sûr différent, matériel différent, Matériel moyens humains différents. Ouais. Et puis les habitudes aussi. Alors, moi j'ai commencé plus prépa, pour le groupe. Mais quand tu t'habitues pendant 10 ans à faire du 1-1, du La qualité que 1 t'as. avec 2 Eh ou ouais. 3 athlètes, quand il faut revenir dans le groupe, t'en as 25. Ouais. Et voilà, c'est Très pas la juste. même. Hein. Ah C'est non. pas la même. Qualité, Et nous, on l'a connu en club. Mais souvent, régulièrement, on va en visite de club. Hop, tu te redis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. D'être solo pour 20, 25. C'est ça la vie. T'as 20 minutes, t'as 30 minutes. Ouais. Voilà. Ouais. Ça dépend du contexte. Cool. Parle d'autre chose, Sylvain? Allez, tu veux Trop enchaîner tête, toi, mais- ou comme tu veux. Ouais, pourquoi Allez, c'est parti. Hein. Donc, Geoffrey, on sait que tu es thésard bientôt. Thésard Non, terminé. terminé. Thésard. TC. Ah oui, pardon, bah oui, depuis peu. Depuis décembre. Bah oui, oui. Donc, félicitations déjà. Si tu peux me voyer du coup. Oui, pardon docteur. Pardon docteur, excusez-moi. Je plaisante. Donc, présentez-nous vos travaux, parce que bon, je sais que par contre, Sans Jean, Jean, ça aurait été compliqué. voilà, c'est pour ça. Donc, vous allez nous présenter, et je te vous vois pas, c'est vous allez nous présenter peut-être tes travaux et en quoi ça va faire évoluer le monde des sciences du sport. Alors ça va faire évoluer ça. Bonne question. Ou pas. On a travaillé sur quoi? On a travaillé sur le contrôle neuromoteur des footballeurs blessés, professionnels blessés. Et on est parti un peu du contre-pied on multiplie les batteries de tests, le nombre de tests, etc. On s'est dit, on va prendre le CMJ, basta. Et on va aller gratter un peu plus profondément. Donc le projet s'est construit en 2018, commencé en 2019. En 2019, quand on regarde la littérature, sur les plateformes de force, sur les CMJ, C'est compliqué. il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. À partir de 2019, Ah bah ouais, c'était tôt. 2020, C'était tout. 2021, 2022, là, ça explose. Ouais. Les shop, etc. Et du Ouais. coup, maintenant, il y a beaucoup de super papiers. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on est parti là-dessus. Plateforme de force 3D, EMG de surface et caméra 3D. CMJ une jambe, CMJ deux jambes, avec son double tâche. Et après, du coup, on a fait 5 études. Une étude sur l'impact d'un cycle de 3 semaines de réathlé sur les paramètres du contrôle neuromoteur, donc les RFD, les capacités excentriques, les RSI, l'activation musculaire, la latéroflexion de tronc, la flexion de tronc, les flexions de genoux, etc. Sur des croisés, des chondropathies, des lésions musculaires. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur est-ce que réellement le LSI est si pertinent que ça? Parce que voilà, notamment les chirurgiens, tout le monde nous parle de LSI, c'est bon, 10% de déficit. On a comparé tous nos joueurs avec des valeurs normatives d'un groupe de Ligue 2 sain, de joueurs en tout cas de Ligue 2 sain. Et on s'est rendu compte que le LSI surestimait énormément les capacités, en tout cas la récupération fonctionnelle de nos blessés. Et que sur nos tests, si on utilisait le LSI, le médecin donnait feu vert pour reprise. Ouais. Quand on utilisait un pourcentage de comparaison en norm values, par rapport à notre groupe contrôle de Ligue 2, on perdait de 15 à 20%
Et du coup, on se retrouvait vers des 80-85%, et là, on n'aurait pas donné le feu vert pour la reprise. Donc voilà, c'était pour mettre un peu en avant. Attention, le LSI c'est bien, mais c'est pas suffisant. On peut utiliser les normes. Attention, les normes c'est pas suffisant, il y a des limites. Donc voilà, c'était pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, depuis, il y a aussi pas mal d'articles qui viennent corroborer tout ça. Et tu parles de quelles données par contre sur le LSI? Parce que j'imagine que vous traissiez pas mal de données quand sur même, les- malgré ce CMJ. Enfin, comme tu as dit, vous allez Ouais. gratter pas mal de... Sur les hauteurs de saut, sur Ouais. les RFD, Ouais. sur le RSI modifié, sur le pic de force. Ouais. Euh, Concentrique, excentrique. un pic de force concentrique Ok. poussé, sur l'activation musculaire. Et ça, c'est AMG, c'est ok. rarement fait Ouais. sur les pourcentages de MIVC. Ok. Ouais. Voilà, et pareil, c'était aussi discriminant. La norme values était plus discriminante que le LSI par rapport à ça. Donc on s'est basé sur pas mal de variables Ok. pour ça. Voilà, et puis après on a fait une étude sur l'impact de la double tâche, donc c'était une prise d'information visuelle sur le CMJ. Et étonnamment, sur les blessés, la double tâche faisait augmenter les performances de saut, les performances de RFD, les performances de RSI, mais altérer le mouvement. Qualité du mouvement, ok. Ouais, par contre, on gagnait en flexion de genou, par exemple, aussi, Ok. sur des pathologies comme les chondropathies. Donc, en fait, la défocalisation C'est ça. par rapport au mouvement, Mm. donc on n'est pas sûr de ça, parce qu'on n'est pas capable de dire quel est l'élément qui a fait, mais dans les hypothèses, ce serait la défocalisation. Voilà, après, il y a eu des limites. On aurait peut-être dû faire des échelles, des questionnaires psycho avec les joueurs. On se rendait compte que du coup, quand ils disaient « Ah, mais je pense à autre chose, je suis sur la double tâche, je pense pas à mon genou, je pense pas à... Ouais. » Et ils prenaient confiance en fait dessus. Et après, ça correspond bien aussi à des résultats qu'on peut avoir, notamment les études de Filter, qui montrent lui qui a fait des tests de saut avec des ballons en objectif. Et du coup, ça a amélioré la performance. Avec du coup une défocalisation, en tout cas un objectif un petit peu différent. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. On a aussi essayé via le CMJ à une jambe de profiler du coup nos joueurs de Ligue 2, et on les a suivis sur un an en termes d'épidémio et de voir du coup par clustering si les profils qu'ils avaient sur un CMJ, les résultats de RFD, de hauteur de saut, les activations musculaires, les compensations posturales, etc., correspondaient au groupe de pathologies qu'on avait, croisées, chondropathie, lésions musculaires. S'ils se rapprochaient de ces groupes-là, est-ce qu'ils se blessaient plus? Oui, non. Est-ce que la blessure était du même type? Oui, non. Voilà. Statistiquement, il n'y avait pas d'effet. Par contre, il y avait des tendances, en tout cas, à plus de blessures, et notamment plus de récidives chez les joueurs qui avaient des caractéristiques de contrôle neuromoteur qui se rapprochaient des groupes pathologiques. Voilà. Mais on avait un groupe pas assez une cohorte pas assez importante, et il aurait fallu un suivi épidémio sur plusieurs saisons, etc. Mais voilà, c'est des choses... C'était un peu un contre-pied de tous les algorithmes qu'on peut avoir avec le machine learning, avec énormément de données, et là se dire ok, je suis dans un club, j'ai pas beaucoup de matériel, etc. Je vais faire un test, je vais faire mon CMJ, et je vais voir si je peux réussir à avoir des données intéressantes là-dessus. Voilà, et du coup, pour faire ça, on a aussi profilé un groupe de croisés opérés, un groupe de chondropathie, un groupe de lésions musculaires quadrilischiaux. Quel est leur profil sur le CMJ en termes de compensation posturale, en termes d'activation, etc. Et du coup, on a fait une caractérisation de chaque profil. Un peu comme ils ont fait sur la pubalgie avec les travaux Aspetar, je n'ai plus le nom, mais oui, il avait fait un peu ça. Ok, mais c'était sur des tâches de changement de direction, forcément pour des pubalgies, mais cool. Là, cool. Sur le SMJ. Ok. Donc, voilà. Magnifique. Et du coup, peut-être que Jean, on peut le questionner sur l'intérêt du RFD. Quels paramètres vous preniez dans le RFD, ou en tout cas, quelle temporalité? Et l'intérêt du RFD dans la blessure, pour toi, quel est-il? Et quel parallèle tu peux faire, toi, avec la survenue d'une blessure type LCA ou chondropathie?
On parlait plus globalement de ce qu'on utilise maintenant sur CMJ, drop jump et Ouais. squat jump. Et tu l'avais pris le RFD? Non, je crois même pas. Si tu l'avais pris au final. Le RFD combien? Le RFD Excentrique. excentrique de décélération. Très Jusqu'à combien de exactement. temps Sur la décélération. Sur la phase de décélération. Totale. Ouais, sur la phase de décélération. Breaking, ouais. Ok. Qui dure pas de plus de 200 millisecondes au final. Ok, sous 200 millisecondes. Une phase de décélération qui dure plus de 200 millisecondes, quand même, ça veut dire que il y a déjà la décélération à travailler, quoi. Parce Donc, que c'est extrêmement ouais. rapide. Donc c'était par exemple un RFD plutôt 100, quoi, jusqu'à 100 millisecondes. Non, c'est en vraiment le réalité, RFD de décélération Ok. excentrique. Juste après. Donc, parce que les points de. Ça a été aussi toutes les évolutions qu'on a fait pendant la thèse, parce que ça, on l'a découvert aussi pendant qu'on. Heureusement, on pouvait faire passer les résultats, mais après, dans le traitement des résultats, je sais que Geoff a beaucoup réfléchi là-dessus, sur comment je vais analyser mes paramètres, parce que oui, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de RFD par rapport à des fractions, du moins des plages temporelles. Ouais. Et du coup, pour la sélection du RFD excentrique, ça a été une réelle question qui allait jusqu'à ta soutenance de thèse d'ailleurs, parce que c'était une question qui a fait débat entre guillemets dans l'Assemblée. Ouais. Et le point clé aujourd'hui sur le RFD, déjà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui, il y a les RFD sur les contractions isométriques, sur les mouvements dynamiques, etc. Et que tous les RFD ne sont pas utilisables de la même façon. De manière générale, moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est quand même un des paramètres sur les plateformes de force, sur les tests de propulsion verticale, que ce soit drop jump, squat jump ou CMJ, qui est le moins reproductible. Donc, on peut sauter 20 fois et avoir 20 RFD différents. Pour autant, en ayant une hauteur de saut globalement similaire, donc une performance brute extérieure, donc qui va se manifester extérieurement, qui est similaire, mais avec des RFD différents. On a aussi pu voir à travers des études tout ça qui n'est pas forcément, du coup, le RFD n'est pas forcément corrélé à la performance brute. Donc, moi, pour moi aujourd'hui, c'est un paramètre que je prends vraiment avec beaucoup de pincettes, parce qu'il est synonyme de certaines qualités, mais l'expression de ces qualités-là ne voudra pas forcément dire performance ou prévention. Et du coup, dans ce contexte-là, après, il fallait bien le définir, et c'était la question. Et du coup, pour le CMJ, ce qui est totalement différent par rapport au squat jump et au drop jump, du fait que c'est des mouvements qui sont différents. Pour le CMJ, donc en général, on parle de deux types de RFD, ça va plus loin aussi, mais donc il y a le RFD de freinage, de braking, qui part de la phase de décharge maximale jusqu'au pic de force. Donc là, c'est pendant pas forcément toute la phase excentrique, c'est vraiment non, c'est pas jusqu'au pic de force, c'est juste que à la fin de la phase excentrique. La fin de la phase excentrique sur un CMJ n'est pas forcément corrélée au pic de force. C'est que la vitesse du centre de masse qui pourra dire à quel moment on passe de l'excentrique au concentrique. Bon, là, ça va un petit peu loin. Mais il y a celui qui prend en compte la décharge. Donc là, on parle de RFD de braking, donc de freinage. Et il y a celui qui ne prend pas en compte la décharge. Et ça, c'est le RFD de décélération. Donc c'est un peu la phase où on descend, on est plus léger que notre poids de corps pendant le CMJ. Et si on a un à choisir et qui peut être intéressant, c'est celui de décélération, parce que il est plus témoin de ce qu'on est capable de faire quand on manage nos poids de corps. Parce que quand on est en décharge, en situation de décharge, on n'a même pas notre niveau de poids de corps. Donc c'est moins intéressant de savoir les qualités qui sont mises en jeu à ce niveau-là, parce que c'est, certes, dans tous les mouvements humains, il y a des moments où on n'est pas à notre niveau de poids de corps, du fait du mouvement et de l'accélération. Mais pour isoler une qualité sur un genou, par exemple, c'est quand même mieux de parler dans un contexte où il y a une certaine charge qui est appliquée, pour voir justement si ça a des impacts. Après, le lien par rapport à la prévention et à la performance qu'il peut avoir, c'est, bon, peut-être que c'est mon avis aujourd'hui, mais c'est du fait du recul que j'ai eu avec, notamment sur les plateformes de force et sur les tests de saut, que c'est un paramètre qui, aujourd'hui, c'est pas le paramètre, moi, qui m'intéresse le plus sur un CMJ, sur un drop jump ou sur un squat jump. Sur des tests isométriques, je pense qu'il peut être beaucoup plus intéressant, parce que, mais c'est l'extrapolation qu'on en fait sur de la performance, pour moi, c'est différent. Mais en tout cas, sur des tests dynamiques, c'est pas ce qui est le plus intéressant, parce que quand on voit le manque de corrélation qu'il a avec d'autres paramètres clés, c'est pas très intéressant. C'est juste un indicateur qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Par exemple, tout bêtement, pour vulgariser, moi, souvent, je mets en lien, bien sûr, ça dépend de l'analyse qualitative, mais un RFD de décélération, du coup, excentrique, qui est très faible, je le mets en lien avec un manque d'utilisation du cycle étirement-contraction et surtout de la partie étirement. Ça veut dire que je vais pas emmagasiner beaucoup d'énergie, donc j'aurai moins de chances de la restituer. Mais il y a des gens qui emmagasinent pas beaucoup d'énergie, mais qui en restituent énormément, parce qu'en fait, dans la partie cycle étirement-contraction, la partie contraction prend un peu le dessus, et ils ont quand même une forme d'efficacité. Ils ont pas besoin de beaucoup pour restituer beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. Je prends un contexte pour être brut. Dans un contexte de ligamentoplastie du ligament croisé ou toutes les problématiques autour du genou,
parce qu'on parle quand même de mouvement avec une dominante articulaire dans la production de performance qui est quand même bien centrée autour du genou. Donc, dans un cas de chondropathie ou de ligamentoplastie de genou, quelqu'un qui, sur l'ensemble de sa réhab, il a un RFD qui reste vraiment dans les chaussettes avec des valeurs très très faibles, on peut se dire qu'on a peut-être loupé quelque chose et que sur sa capacité à emmagasiner de l'énergie rapidement dans un contexte de charge en triple flexion, il y a encore du travail à faire. C'est un indicateur de cet élément-là. Mais est-ce que cet indicateur va me faire dire qu'il va mal freiner, il va mal sauter, il produira pas de la performance? Non. Donc, c'est un élément qualitatif qui est très important et qui permet de donner une forme d'aisance dans le travail et dans toutes les gestuelles qui vont être faites derrière. Mais de là à s'arrêter au RFD, moi, c'est pas mon choix. Par contre, sur les tests isométriques, je pense que c'est quelque chose de vachement intéressant, mais c'est vraiment deux mondes. Les tests dynamiques et les tests isométriques, il faut voir de manière différente. Et puis aussi, à chaque fois, ce que je dis, c'est, vous voyez déjà quand on fait des tests isométriques, les conditions de passation pour que ce soit bien interprétable. Il faut pas qu'il y ait de pré-pool, il faut que ça parte au bon moment. Pour l'instant, c'est pas assez fiable comme mesure. Enfin, en tout cas, sur des dynamomètres à main ou même sur de l'isocinétisme et tout, ça reste encore. Donc, je comprends. C'est intéressant, mais... Après, c'est important quand tu dis c'est une variable qualitative. Parce que nous, dans notre RIAB, sur reprogrammation neuromotrice, tu as parlé du breaking, mais par exemple, la décharge, elle va pas forcément impacter la performance, mais on sait que quelqu'un qui va pas... on remarque que quand tu ne décharges pas, ça peut être de la peur, de l'appréhension, ça peut être la gestion des vitesses de contraction élevées, de l'accélération du centre de gravité. Donc là, c'est qu'il nous manque encore du travail sur la RIAB et ça nous permet aussi de réaxer nos prises en charge derrière. Donc, une fois de plus, c'est comme quand vous faites de l'ISO, il n'y a pas que le pic de coupe qui nous intéresse. Regarde la courbe, c'est important. Et le travail total, etc., c'est intéressant, quoi. Et ça, c'est vrai c'est souvent des erreurs sur l'isocinétisme. On prend le pic de couple à un moment donné sur une angulation. Et en fait, après, le mec, il peut se casser la gueule et rien faire derrière sur toute une angulation. Je sais pas, un 60-0, quoi, un 0,60. Et tout le monde va se dire, bah non, c'est bon, il a fait 200 newtons. Là, c'est pareil sur les plateformes, sur les sauts. Il y a le résultat. Au final, quand tu regardes la courbe, est-ce que tu utilises bien ta triple flexion? Est-ce que tu te décharges? Est-ce que tu freines comme jusqu'à la triple extension, parce que c'est jusqu'à la triple extension. Est-ce que la cheville est engagée, elle n'est pas engagée? C'est clair. Tu peux voir plein d'autres choses. Et ça aussi, c'est riche. C'est riche. Les plateformes, il faut faire attention parce que il y a autant de paramètres que. Et voilà. C'est comme l'ISO, je pense. Ça va peut-être encore un peu plus loin parce que le problème, c'est que il y a pas que des paramètres de force, il y a des paramètres de vitesse, il y a des paramètres de puissance, il y a des paramètres de déplacement, il y a des paramètres d'accélération. Forcément, c'est en 3D, donc alors que et en plus, voilà. La CMJ, les drops. Plusieurs. Carrément. Alors que bon, c'est module tronc, module genou et ta flexion-extension. Même si là-dedans, il y a un peu de rotation, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une très belle arme, entre guillemets, en réathlétisation. Quand même. Mais il faut... le plus important avec les plateformes, c'est on peut tout faire avec une plateforme de force. On peut même faire des tests isométriques, on peut tout faire. Ça pourrait remplacer énormément de chances. Si on colle une plateforme de force sur un bras en mouvement à vitesse constante, c'est de l'isocinétisme. Donc en fait, une plateforme de force, on peut absolument tout faire. Juste, il faut savoir rester dans un cadre et bien perfectionner notre analyse sur certains éléments. Et c'est comme ça que nous, dans notre pratique, avec Geoffrey, on en a tiré le plus de bénéfices. Parce qu'en fait, sinon, au début, la toute première fois qu'on les a reçus, sur les premières années, vraiment, par rapport à nos idées, par rapport à notre vision aussi des évaluations, tout ça, ça pouvait aller très très loin. Et au final, comme dans l'objet de la thèse de Geoffrey, on a changé beaucoup de choses. Faut peut-être prendre un test et puis notre analyse a complètement changé. Je sais que on a découvert au bout d'un temps, notre transition entre l'excentrique et le concentrique, avant on le faisait par rapport au pic de force. Parce que pendant un temps, il y a eu des papiers qui parlaient de ça. En fait, le pic de force, à chaque fois, est en corrélation avec la transition excentrique-concentrique. Sauf que quand on réfléchissait, par rapport à certains profils, certaines utilisations, quelqu'un qui est vachement dans les hanches, tout ça, c'était complètement différent. Et du coup, après, on a compris que avec la vitesse du centre de masse, c'est facile. Quand le centre de masse il a une vitesse nulle, c'est qu'on est en fait dans une position isométrique. La seule position isométrique qu'il y a dans un CMJ, c'est quand on est en bas. Et du coup, c'est la transition excentrique. Et c'est plein de petits éléments comme ça. Mais quand on est arrivé avec des plateformes de force, il y a une superbe courbe. Ok, il y a des pics, droite gauche. Et ça, c'est le plus important. Ok.
si moi, du coup, je transfère un peu là niveau terrain, j'ai mes plateformes de force, j'ai mon équipe. Je ne peux pas analyser la courbe pour chacune. Je ne peux pas faire du qualitatif pour chacune. Qu'est-ce que j'analyse de manière efficace pour classifier? Si je prends un peu l'objet des études par rapport au risque, à l'exposition au risque de blessure, qu'est-ce que je peux avoir de plus représentatif pour classifier un peu ces risques sur des groupes? Le LSI. Non, si j'ai une plateforme de force, j'ai mon CMJ. Si pareil, je veux faire simple et que je veux pas me partir dans tous les sens et faire tous les tests de saut, mais que je me dis, OK, j'ai CMJ, qu'est-ce que je peux prendre? Non. Après, tu vas avoir surtout en travaillant comme ça, tu auras des indicateurs plus perf par rapport à ta Ouais, perf. c'est ce que j'allais dire. Par rapport à un indicateur d'exposition à la blessure, ça serait mentir que de dire que tu vas avoir une ou deux variables qui vont permettre de réellement impacter cette exposition à la blessure. Hein, c'est tellement multifactoriel. Donc non. Par contre, si tu veux faire entre guillemets simple et sur l'aspect prévention, je pense que Jean, tu n'auras peut-être pas la même vue que moi, mais tu vois, moi sur les CMJ une jambe, je regarderai les stratégies par exemple. Tu vois, la profondeur de contre-mouvement. Si tu vois, quand on a des fois, comme sur l'ISO avec les dos de chameau, où tu as une souffrance articulaire qui n'est pas encore symptomatique, mais qui peut le devenir après. Si tu as 10 cm de différence de contre-mouvement entre ta jambe droite et ta jambe gauche, voilà, ça peut être une stratégie par rapport à tes qualités, mais c'est des petits trucs que je garderai à l'œil. Plus que j'ai 10% de plus en pic de force ou autre, tu vois. Ou en hauteur de saut. Après, forcément, ça, tu vas le regarder. Si tu as des joueurs avec 25-30% de différence, alors après, voilà, il faut quand même prendre un peu de recul et dire ok, il y a quand même les asymétries naturelles et les asymétriques spécifiques. Tu as coefficient de variance de tes sauts. À partir de ça, combien il me reste de pourcents possible de... Voilà. Comme tout, c'est sensibilité, spécificité. Je pense que les plateformes de force, c'est plus un outil à prendre en compte en main quand on est dans le cadre d'un sportif blessé. Parce que diagnostiquer quelque chose avec des plateformes de force, un déficit ne voudra pas dire blessure. Par contre, quand on est dans le cadre d'un sportif blessé, vraiment dans un contexte de réathlé, quelqu'un qui s'est fait un genou, je le verrai sur une plateforme de force. Donc c'est vraiment ce jeu entre sensibilité et spécificité auquel il faut faire attention. Pour autant, moi, à chaque fois, je prends tous mes croisés, je les fais passer sur un CMJ sans regarder la personne sauter. Je suis en général à 3-4 mois capable de savoir de quel côté il s'est fait mal. À deux jambes, sur un mouvement bipodal. Par contre, donc les ordres de grandeur, admettons, sur sa phase de poussée, il a un déficit de 20-30%. À chaque fois, ça sera à peu près comme ça. Bien sûr, il y a des cas, mais de manière générale, ça sera comme ça. Par contre, si demain, j'ai un athlète sain, je fais exactement la même chose, j'ai ce même déficit, je pourrais absolument pas dire qu'il y a un risque de croiser. C'est plus pour la variable et pour la perf. Oui, et puis pour la perf, qui saute plus haut, qui est le plus efficace, qui est le plus fort. Surtout en vertical, comme ça, bon, il y a pas mal de choses aussi à aller voir en horizontal, et puis c'est pas encore un outil parmi... Voilà. C'est justement une manière de s'exprimer parmi d'autres. Ouais, complètement. Qui est très importante, les études de Kotifaki, etc. Très important. Mais corrélé à plein d'autres justement, tests. Si on peut aller là-dedans, qu'est-ce que vous utilisez comme test ici? Plus terrain. Là, on va plus parler de terrain, je dirais surtout bioméca de course, de changement de direction, etc. Qu'avez-vous le temps de faire sur des temps de 3 semaines, 1 mois, comme vous avez l'habitude? On a mis en place déjà des batteries de tests spécifiques à des pathologies par rapport à nous, notre expérience. Mais déjà pour commencer, je vais parler, puis on va certainement se passer le relais avec Geoffrey. Pour ce qui est de la course, on utilise à la fois des analyses qualitatives et quantitatives. Sur les analyses quantitatives, on utilise aujourd'hui quand même un outil qui nous aide beaucoup, c'est le 1080. Du coup, pour avoir accès à l'ensemble du spectre force-vitesse et aux données qui sont liées, donc le pourcentage de RF, de DRF, le F0, V0, la Pmax. Et de manière qualitative, on utilise donc la version ancienne, c'était le low cost, la version low cost, c'était le SMAS, et le Kickback Score. Et maintenant, on a externalisé cette analyse qualitative avec les outils Speedworks, qui font des analyses en 3 dimensions sur l'ensemble sur la phase d'accélération, la phase de vitesse rapide, avec
à chaque fois les points à travailler sur la projection, la réactivité, etc. Ouais. Pour les sprints, c'est ça. Ok, magnifique. Et après, pour tout ce qui est skills, agilité, changement de direction, on travaille surtout avec un petit test modifié qu'on va faire valider là, avec et sans incertitude, enfin avec et sans planification plutôt. Et toujours, en fait, notre idée, c'est toujours du quanti avec du quali. Mhm. Voilà, pour nous, c'est enfin, les deux sont indissociables. Ouais. Donc, c'est avec de l'analyse vidéo à base de CMAS. Ouais. Voilà. Pour nous, c'est essentiel. Et tous les tests quasiment seront quali plus quanti. Ouais. Tout le temps. Ce que l'on produit et comment on le produit un peu. Ouais, et puis même si parfois le quali ne sera peut-être pas gagné en performance, on va dire, mais on considère que la période de rehab chez le blessé, c'est une période où il doit s'enrichir. C'est le moment où il a du temps pour faire autre chose. Il a du temps, il va être plus à l'écoute de son corps. Il aura sûrement aussi peut-être envie de découvrir de nouvelles choses parce qu'il est blessé et qu'il se dit il faut que je revienne encore plus. Donc, bien sûr, hein, tout le travail de pied, le core training, gestion, mobilité de hanche, contrôle de hanche, le cognitif, l'énergétique. Enfin, c'est le moment de. Mais aussi sur tout ce qui est contrôle postural. Voilà, les changements de direction, les réceptions de saut, la propulsion, les alignements. Quand Jean il parle du qualitatif sur le sprint, clairement, c'est le moment où on va avoir le temps de régler tout ça. Et pendant la rehab, voilà, le temps qu'on passe à régler tous ces détails sur la reprise des accélérations, sur la qualité de freinage, sur essayer de répartir les contraintes un petit peu sur les articulations, de remettre surtout l'articulation qui a été blessée, la zone blessée, dans sa chaîne complète et dans l'ensemble qui est le corps et pas que le genou. Voilà, quand les gars ils viennent pour un croisé, une chondropathie, bien sûr le genou il nous intéresse, mais pas que ça. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est le genou dans sa chaîne et après la chaîne dans l'ensemble. Et voilà, c'est très bien d'avoir un genou. Voilà, on a retrouvé de la plio, on a triple flexion, triple extension qui est bonne, ok. Moment, bon, on est reparti, mais comment je le réintègre avec le tronc, comment je transfère du haut jusqu'en bas, ça me paraît encore plus important. Et du coup, cet aspect qualitatif et postural, pour nous, il est primordial. Donc, pour nous, c'est quali, quanti, tout le temps. Et maintenant, on a la chance, c'est que le quali, on commence à pouvoir quantifier le qualitatif avec des travaux voilà, comme le SMAS, le LES, à l'époque pour le landing avec Padua, le CMAS avec de Dos Santos. On commence à pouvoir le quantifier parce que pendant longtemps, on nous disait ok, vous êtes mignon avec votre qualitatif, mais en fait, toi, tu vas dire que le contrôle du tronc, il est bon, etc. Ok, tu l'as filmé. Et en termes de score, en termes de. Et si les évaluateurs changent, etc. Et c'est hyper accessible en plus, ça. Tout le monde peut le faire. Enfin, je sais de temps et d'analyse. Ouais. Mais c'est vrai que tout le monde nous disait ça, vous êtes gentil avec votre câline. Ouais. Mais c'est. Voilà. Bien sûr. De plus en plus de monde utilise ça et c'est primordial. Ça doit pas aller. C'est comme Timon et Pumba, ça doit toujours être ensemble. Câline et quantif, c'est toujours ensemble. C'est indissociable. C'était la même réflexion qu'on avait avec JB Morin justement sur le SMAS et nous, nos repères performance, on va dire terrain et métriques GPS, où on valide un peu des fois des atteintes sur les zones de vitesse, mais justement en qualifiant un peu la biomécanique de course, on peut peut-être aussi impacter, en savoir un peu plus sur l'impact réel qu'on a sur du sprint. Et du coup, je repose un peu la même question que j'avais posée. Sous fatigue, est-ce qu'on va aussi chercher cet aspect sous fatigue? Est-ce que vous avez le temps d'aller chercher aussi cet aspect fatigue et justement l'impact qu'on peut connaître sur le contrôle moteur, sur ces aspects changement de direction? Est-ce que vous arrivez à y aller ou est-ce que c'est un axe aussi que vous voyez à aller chercher? Fatigue aiguë, on parle de fatigue aiguë dans la séance, ok. Créer des conditions de fatigue pour regarder si justement cette biomécanique aussi et si ce qualitatif il se dégrade ou est-ce qu'on est vraiment que sur du pur qualitatif en fraîcheur? Non, on va chercher la fatigue, même si dans la littérature, il n'y a pas de consensus sur l'impact de la fatigue sur la blessure. Hein. Non. Ça, c'est clair que pour l'instant, il n'y a pas. C'est pas un facteur en tout cas indéniable. Unique, de toute façon, un facteur, c'est comme tout à l'heure le paramètre. Voilà. Mais on va le chercher, la fatigue.
Et que ce soit, on a tendance à faire du coup ce qu'on appelle la simulation de match. Ouais. Donc, par exemple, chez nous, c'est 3/4 d'heure, 45 minutes où on répète des ateliers, etc. Ouais. Et du coup, on a une dégradation, on regarde la dégradation, l'altération de la qualité, pas que de l'intensité, de la qualité au fur et à mesure de la simu sur les 45 minutes. On utilise aussi, on fait des tests de réception sur plateforme de force en situation de fraîcheur et en situation de fatigue après, par exemple, des tests de répétition de sprint. Ok. Voilà, et en général, on couple tout ça aussi avec la double tâche cognitive, que ce soit en fraîcheur et aussi en condition de fatigue, que ce soit sur les petits tests, enfin, sur les changements de direction, mais aussi sur les réceptions de saut. Mhm. Donc voilà, même si c'est pas forcément des facteurs identifiés comme, Bien sûr. comme à risque dans la littérature, pour nous, ça nous paraît Faut y aller. important Oui, et puis c'est. de voir comment ça réagit. On peut le faire surtout, c'est très contexte dépendant. Par exemple, si on a un athlète où vraiment on se dit qu'il y a une mauvaise réaction à la fatigue de manière générale, bah, on pourra très bien faire une séance de RSA et puis faire SMAS avant, SMAS après. Si on a une gestion de genou qui est un petit peu bancale ou une utilisation de la cheville qui est un petit peu bancale en situation de fatigue, bah, on pourra très bien faire, je prends un exemple, side avant, side après, avec une side up test, après une séance de terrain, après une séance fatigante de renforcement musculaire. C'est très contexte dépendant. C'est plutôt quand on a un doute et qu'on veut le quantifier pour le coup, et qu'on veut faire le retour au club. Bon, en termes de feedback, peut-être que ce joueur, ça serait bien qu'il travaille un petit peu des fois dans des conditions de fatigue, parce que même si c'est pas un facteur, comme l'a dit Geoffrey, qui est consensuel par rapport au lien avec la blessure, bah en tout cas c'est exagéré chez ce joueur, donc c'est peut-être quelque chose à aller chercher, c'est une piste, et dans ce cas-là bah, c'est très contexte dépendant, il nous faut un test reproductible, une situation fatigante, et puis bah, avant, après, généralement on adapte pour un ischio, on adapte. Mais avant de finir, moi ça me parle pas trop, enfin si ça me parle beaucoup le SMAS, le CMAS, etc. Toutes ces échelles-là, j'adore, mais je vais aller là-dedans, c'est pas foot pour moi. À quand une échelle de passe pour les pubalgies? À quand une échelle de frappe aussi qui pourrait quantifier la qualité gestuelle que l'on en a? Parce que, alors il y a plusieurs types de gestuels, mais après il faudrait aussi un peu aller sur des aspects plus spécifiques. Et je trouve que des fois, on manque un peu de spécificité justement sur ces tests-là, même s'ils sont une très bonne avancée et je les utilise à fond. Mais je me dis, l'étape d'après, ce sera peut-être de parler un peu plus foot et du footballeur, quoi, ou de la footballeuse. Je pense que peut-être la réponse est j'ai la mienne. Ouais, Ça c'est sûr. Non, vous n'êtes pas en avance dessus, vous travaillez pas sur la... Mince, je croyais que vous alliez faire un truc. La première réflexion, c'est est-ce que et la réponse est non, mais est-ce que tu as ce type d'échelle pour chez le technico-tactique? Il y en a qui peuvent te trouver des petites échelles. Je crois qu'il y a des trucs, l'étoile ou des choses comme ça qui sont validées scientifiquement. Parcours de l'étoile, mais c'est les parcours. Sur des parcours. Ouais. Voilà. Parce que des parcours, il y en a qui ont été validés. Ouais. Ça, voilà. Qui sont football, ok. Ouais. Au final, qui sont pas si spécifiques représentatifs d'une activité. Ouais, exactement. Et après, plus tu vas dans le spécifique, plus ce qui est compliqué, c'est d'avoir des situations reproductibles. Par exemple, nous, notre simulation de match, on ne parle pas de test. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas reproductible. Il y a du duel, il y a du jeu long, il y a du jeu court. Du coup, il y a énormément de variabilité dans tous ces déplacements-là. Tant mieux. Et du coup, tu ne peux pas le faire valider. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas le faire valider parce que... Comme le RFD au final. Voilà, le joueur, il fait son contrôle, il fait 10 mètres de plus parce qu'il a fait un contrôle pourri. Sur le GPS, sur la variabilité, elle va être en l'air. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas encore ce type d'échelle, parce que c'est plus dur à valider. Ouais. Mais ça se trouve, ça viendra jamais, même peut-être. Ça se trouve, ce sera. Mais il faut pas. Ça se trouve, il faut pas. L'analyse 3D, en effet, ouais. sûrement. Allez, je pense. Le problème de l'analyse 3D, pour l'instant, c'est que c'est un peu trop. Enfin, pour des universitaires et tout, c'est accessible. Nous, on a voulu s'y mettre. L'analyse 3D sur le terrain et tout. C'est tout de suite beaucoup plus lourd en mise en place, en analyse. Derrière. Je pense que c'est comme toutes les technologies, dès que ça va être un petit peu miniaturisé, développé de manière... Incrusté, quoi. Voilà, incrusté. Vraiment in situ.
Là, on pourra avoir des nouvelles choses. Je pense aussi que, mine de rien, chaque chose en son temps, hein. Si on revient, là, on parlait des plateformes, hein. Plateformes en 2018-2019, il n'y avait pas grand-chose. Quand on voit maintenant, tout le monde parle de plateformes. Ouais. 2080, bon, le rugby, ils sont très en avance, mais dans le football, voilà, tu reviens 3-4 ans en arrière, No Man's Land. Ouais. Dans 3-4 ans, je pense que quasiment tout le monde sera équipé et voilà. Et je pense que, tu vois, ça fait partie des... Faut être patient. Nous, par exemple, on voudrait faire de la réalité mais quand tu augmentée prends la- pour avoir plus de cognitif sur le terrain, pour essayer de réduire notre gap cognitif entre la RIAB quand on est 1-1 ou 1 avec 3 joueurs, etc. Par rapport au jeu réduit de l'entraînement. Ouais. On aimerait avoir de la réalité augmentée. La technologie fait qu'on peut pas l'embarquer. On peut pas avoir des petites lunettes avec réalité augmentée pour l'instant. Peut-être que dans 5, 6, 7 ans, on l'aura. Et du coup, ça changera le jeu. On va flirter avec les limites de la technologie. Parce que Exactement. même avec C'est du un truc 3D, même avec du 3D aujourd'hui, il y a des super labos 3D, tout ça. Ouais. On n'est même pas capable de savoir sur une analyse qui est tellement précise, par exemple juste pour un sprint dans l'axe, on n'est même pas capable de savoir quels facteurs sont les plus... Enfin maintenant un petit peu si. Donc alors pour une passe qui est tellement technique, et puis moi ma notion pour rebondir avec tout ce qu'on dit depuis le début, déjà avec le RFD, parce que c'est pas des variables qui sont reproductibles. Ça, c'est la première chose. Et parce qu'on est des préparateurs physiques. Moi, personnellement, je suis pas un développeur de passes ou de jeux longs au football. Je suis pas un entraîneur de frappe. Je suis pas un entraîneur de passement de jambes. Et que dans ce contexte-là, je pense que on peut voir. Je vais prendre des exemples. Blaise Matuidi, qui avait sa façon bien à lui de faire des passes, a pour autant joué à un niveau excellent, a été champion du monde. On peut prendre des joueurs qui ont des qualités de passe dans des niveaux bien inférieurs, en national, régional, et qui ont des super qualités de passe. Pour autant, ça conditionne pas le niveau. Et que pour moi, ça, c'est de l'ordre du... Vraiment, ça, c'est l'aspect coaching qui va être important. Et qu'en fait, c'est l'expression de la performance est tellement variable par rapport à ces éléments-là. C'est vrai que je trouve que, en tout cas, si un jour c'est possible, ça serait vraiment... mais bon courage à celui qui va se lancer là-dedans. Après, on revient à l'hyperspécialisation. C'est-à-dire que si on veut passer un cap là-dessus, sur l'aspect technico-tactique pendant la RIAB, il faut incorporer les coachs. Bien sûr. Voilà, faut incorporer les experts. Et les experts, c'est pas les kinés, c'est pas les docs, c'est pas les prépas. C'est pas nous. Les experts de l'activité, même si quand t'es prépa, t'es expert de l'activité, mais t'es pas expert de l'aspect Tactico-technique, ouais, c'est vrai, en effet. Ouais. Et il faut incorporer les staffs techniques. Et après, plus en plus de clubs incorporent, et quand tu lis encore le dernier papier de Taberner sur sa mise à jour du CCC, où ils intègrent le staff technique dans la RIAB pour justement améliorer cette partie de réentraînement. Je pense que si la clé elle arrive, ça sera peut-être par ce biais-là. En tout cas, il faudra, mais chaque chose en son temps. Hein. Quand tu vois, il y a quelques années d'où on partait sur la réathlète. Ouais, bien sûr. Faut pas qu'on ait une crise de croissance non plus, et il faut rester mesuré et que ça reste buvable. Je sais plus lequel de vous l'a dit, mais si tu mets 1 heure pour construire ta séance, enfin en tout cas pour la mettre en place, alors que tes zouzous ils attendent dans la salle et puis que pendant ce temps tu fais rien, les mecs ils vont te dire c'est bien sympa, t'arrêtes-les, mais tu sais quoi, ça dépend du contexte. Ouais, voilà. c'est ça. Un jour où tu as un gars qui installe, un gars qui... T'imagines les feedbacks pour faire une belle passe au niveau du pied, de la hanche, du genou, de la position du tronc, du regard, absolument. Ça peut aller très loin. Ça nécessite de bien analyser le pré-blessure aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Il y a l'individualisation, mais après, Tracking. est-ce que aussi la gestuelle de départ, ok, elle est spécifique, mais et individuelle, mais est-ce qu'elle peut pas être pathologique à un moment donné aussi? Tu vois, c'est comme quand on dit du coup, on va utiliser les datas pré-blessure pour comparer le retour à la perf. Ok, mais c'était des datas 2 mois, 3 mois avant qu'il se blesse. Peut-être qu'il avait déjà des facteurs de risque des phénomènes compensatoires qui l'exposaient. Est-ce que tu connais bien les asymétries naturelles de ton athlète? Parce que ça fait beaucoup de choses à remettre en question. C'est important d'avoir toutes ces limites et pas dire ok, vas-y, c'est bon, c'est parti. Toujours dire on pense, voilà, on a observé que ça, mais on n'a pas de certitude. Donc, surtout qu'il y a souvent des paradoxes performance-blessure qui existent. Sur le CMAS, il dit souvent ça, Thomas Dos Santos, il dit c'est pas parce que soit tu es très peu performant, mais peu à risque de blessure, soit à l'inverse, tu es très performant, mais très à risque de blessure. Et il dit, le but, c'est le curseur de le déplacer, parce que si tu reviens à la performance, si tu reviens au jeu, mais que tu es non performant
alors que potentiellement tu as aucun facteur de risque sur un changement de direction, on va prendre un 90 degrés. Au final, on n'a pas fait notre taf de réathlé. Toujours ce que je dis, le meilleur moyen de ramener un joueur à la performance, c'est de le ramener performant et pas que de manière sécuritaire. Est-ce que c'est OK? Tu dois partir. Je pense qu'on est pas mal, On peut faire une petite question si tu as besoin encore. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder, vous? Nous, on avait dit l'aspect psycho, l'aspect féminine, etc. L'aspect psycho. C'est si vous avez envie ou non. De toute façon, à partir du moment où Ou d'autres choses. Tu travailles avec des êtres humains, l'aspect psycho, même si on conscientise pas toujours, on le formalise pas toujours dans nos séances, il est présent tout le temps. Une séance de rehab sans l'aspect psycho, ça n'existe pas. Tu travailles des freinages, ou le retour au sprint après une lésion ischio, forcément du psycho. Et encore une fois, c'est un métier à proprement parler. Dès que tu travailles avec des gens, de toute façon, t'es préparateur mental. Sans dénigrer quelconque travail, mais si tu es à l'usine avec des cartons, etc., là, peut-être que tu n'auras pas forcément cet aspect psycho, mais bon, je suis assez d'accord. J'avais une joueuse qui disait c'est marrant, les prépas, on est super potes avec vous, et pourtant, vous nous en faites chier de ouf. Et vous arrivez quand même à ce qu'on s'entende bien. C'est bizarre, psychologiquement, il se passe quelque chose. C'est vrai. Ça me faisait souvent rire, mais je pense que c'est parlant quand même. Donc, magnifique. Ouais, merci beaucoup. Merci pour merci. Merci au Centre médical de Clairefontaine et puis à vous pour ce podcast. Merci à vous d'être venu jusqu'à notre forêt. Pour en avoir découvert un peu plus sur votre fonctionnement qui gagnerait, je pense, à être connu. Ouais. Merci. Merci beaucoup.